Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir François Gémen. Nous nous retrouvons Bonsoir. ce soir pour un webinaire co-organisé par Penser l'après, par Rise for Climate Belgium ainsi que Youth for Climate France. Ce webinaire va traiter de l'impact du Covid-19 sur le climat mais également sur les politiques. Donc deux témoignages, en fait, deux secteurs qui sont très liés et qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui. C'est important pour nous, je pense, d'avoir une vision qui soit globale. Et pour commencer, je vous propose de commencer avec une petite introduction de tous les panélistes, tous les intervenants de ce soir. Donc, je vais ouvrir la danse en quelque sorte. Donc, je suis Stécie Algrin, je suis la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Puis maintenant, je passe le micro à Kim. Oui, donc nous, on est un collectif citoyen de Bruxelles. Et bon, il y a 2 ans, au moment de la canicule, on a lancé des mobilisations devant le Parlement européen. Et donc l'idée, c'était de faire pression sur le monde politique belge et européen, et surtout de répéter les actions. Donc les jeunes nous ont dépassés après, hein, parce qu'au début, bon, on était 1000, on a même été un très grand nombre après. Mais voilà, donc ce qui est important, c'était vraiment de garder la pression et de ne pas faire juste une manifestation avant la COP 24 ou la COP 25, mais de continuer à garder la pression. Euh, alors, ben, si vous voulez, Monsieur Gemène, vous pouvez peut-être présenter un peu votre parcours et sur quel projet vous travaillez actuellement. Bien sûr. Donc, je suis chercheur et enseignant. Je travaille en particulier sur les impacts politiques et sociaux du changement climatique, donc à la fois ce qui touche les migrations, ce qui touche les questions de sécurité, ce qui touche les inégalités également, ce qui touche aussi aux questions de négociation internationale et d'équilibre des pouvoirs et des puissances dans les négociations internationales. Donc, ce sont des matières que j'enseigne à Sciences Po, au niveau master, que j'ai aussi longtemps enseigné pour les deuxièmes années. Je les enseigne aussi à l'Université libre de Bruxelles et bien sûr à l'Université de Liège, dans le sud-est de la Belgique, où je dirige l'Observatoire Hugo, qui est un centre de recherche consacré aux interactions entre le changement climatique et les migrations, à ce qu'on appelle donc parfois un peu communément la question des réfugiés climatiques. Je suis également auteur principal pour le GIEC, où je traite de la question des inégalités et du développement face aux impacts du changement climatique. Voilà, et nous allons prochainement, le 1er septembre, commencer un nouveau gros projet financé par la Commission européenne qui s'appelle Habitable et qui va vraiment porter sur les questions d'habitabilité de la planète et des déplacements et migrations de population qui vont y être liés. De beaux projets en perspective, en tout cas, félicitations. Donc pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, au niveau du déroulé de ce webinaire, on va commencer par environ 45 minutes d'échange sur la base des questions que nous avons préparées, donc Kim et moi. Et ensuite, vous aurez la parole, donc ce sera à vous de poser vos questions, que ce soit en direct sur Facebook ou directement via l'onglet questions-réponses juste en bas de votre écran. Donc vous pouvez dès maintenant poser vos questions et voter pour celles que vous trouvez les plus pertinentes. Je propose qu'on commence par nos questions. Kim, je te laisse la parole. Oui, donc avec le confinement et la pollution et les émissions de CO2 qui ont baissé un peu partout dans le monde, en fait, beaucoup de gens ont crié victoire pour le climat, notamment, et avec l'espoir, en fait, que ce soit un exemple et que ce soit possible éventuellement d'y arriver. Mais voilà, vous n'êtes pas aussi optimiste et on voulait savoir ce que vous en pensez. Non, malheureusement, je crains que ça soit une victoire à la Pyrrhus et que ceux qui, quelque part, se sont réjouis de l'impact que la crise allait avoir sur le climat et sur les politiques climatiques se soient réjouis un peu vite et peut-être aussi un peu indécemment, il faut le dire. Je crois que c'est un message qui était difficilement audible pour les familles qui souffraient de la maladie ou qui souffraient du confinement. Ça donnait l'impression, au fond, de se réjouir de la crise pour le climat. Alors qu'en réalité, je pense que cette crise est globalement plutôt une mauvaise nouvelle pour le climat et pour les politiques climatiques. D'abord, et moi, c'est mon plus gros motif d'inquiétude, d'abord parce que la coopération internationale sort très affaiblie de cette crise. On a vu qu'on était face à une crise mondiale, mais qui pourtant appelait des réponses quasiment strictement nationales, avec des pays qui fermaient leurs frontières, qui se volaient des masques sur des tarmacs d'aéroports. On voit que les institutions internationales sont à la peine. Et moi, ce que je crains, effectivement, c'est qu'on aille vers un monde qui soit de plus en plus nationaliste, de plus en plus replié sur lui-même à l'avenir, comme si quelque part les mesures sanitaires de limitation des contacts devenaient à terme un projet politique.
Or, nous aurons besoin de davantage de coopération internationale, non seulement, bien évidemment, pour lutter contre le changement climatique. La fermeture des frontières ne va pas arrêter les émissions de gaz à effet de serre ni les impacts du changement climatique. Et nous aurons aussi besoin de davantage de coopération internationale pour traiter des questions de santé publique et notamment les prochaines pandémies. Et donc, moi, c'est ma crainte principale. L'autre crainte, je dirais, c'est une crainte concernant les messages qu'on a envoyés à la population. Si on dit aux gens que la crise est bonne pour le climat, si on dit qu'il faudrait maintenant reproduire contre le changement climatique le même type de mesures que celles que nous avons prises pendant le confinement, je crains qu'on provoque une réaction un peu épidermique de rejet chez les gens, que les gens se disent « Attendez, on a déjà souffert pendant le confinement, on ne va pas en plus en remettre une couche pour lutter contre le changement climatique. » Et il n'est pas question qu'on mette en place contre le changement climatique des mesures de mise à l'arrêt de l'économie. Et donc, moi, je crains un peu l'impact en termes de communication de ces messages qu'on a beaucoup entendus pendant le confinement. Et au fond, les émissions de gaz à effet de serre, selon l'Agence internationale de l'énergie, ne vont baisser que de 8% en 2020, ce qui souligne bien que l'économie a besoin de transformations structurelles pour lutter contre le changement climatique et que ce n'est pas une année blanche comme l'année 2020 qui va faire quelque chose. Le problème du changement climatique, c'est vraiment un problème d'accumulation. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des mesures de réduction des émissions que nous allons pouvoir tenir dans la durée. Et bien entendu, on ne peut pas demander aux gens de rester cloîtrés chez eux et de mettre l'économie à l'arrêt indéfiniment. J'ai envie de dire que les émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère, c'est un peu comme une baignoire que l'on remplirait continuellement. Ce n'est pas parce que vous allez arrêter le robinet pendant quelques instants ou que vous allez diminuer son débit que la baignoire va se vider. Alors, sur cette question du dérèglement climatique et de sa perception, je me rappelle d'un des articles dans lesquels vous avez pu vous exprimer et vous avez fait un peu ce parallèle en disant qu'au final, c'était qu'un danger qui était perçu comme lointain et distant, ce qui expliquerait en partie l'immobilisme actuel. Alors pourtant, on l'a vu, les effets du changement climatique, ils sont de plus en plus proches. On l'a vu en Australie avec les feux, on le voit aujourd'hui avec les tsunamis, voilà, concrètement des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus puissants. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ces pratiques et ces stratégies qui devraient être mises en place, elles soient vraiment appliquées par les gouvernements? Effectivement, comme vous le dites, je crois qu'on a toujours tendance à voir le changement climatique comme quelque chose de très lointain, comme quelque chose de très distant, comme quelque chose qui va arriver aux autres avant de nous toucher nous-mêmes, alors qu'on l'a vu pour le coronavirus, on était tous concernés, on avait tous peur de contracter soi-même la maladie, on avait peur pour nos proches, on voyait des célébrités comme Tom Hanks ou Boris Johnson qui étaient eux-mêmes atteints de la maladie, et donc on se disait, oula, même si même les riches et les puissants sont atteints, alors ça veut bien dire que quelque part, nous ne sommes pas à l'abri non plus. Et moi, j'ai été vraiment exaspéré, très énervé pendant la crise de tous ces dessins de presse qu'on a vus ou de tous ces articles qui disaient attention, le changement climatique, c'est la prochaine crise, le changement climatique, c'est la nouvelle vague qui arrive. Ou même de dire la pandémie actuelle doit nous alerter sur le danger du changement climatique dont elle est une sorte de préfiguration. En réalité, le changement climatique est déjà là depuis plusieurs années. En quelque sorte, c'est le changement climatique qui, en quelque sorte, aurait dû nous alerter sur le risque de la pandémie, mais on ne veut pas le voir. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le voir? Parce que les morts ne sont pas à nos portes. Je suis désolé de le dire aussi brutalement et aussi franchement, mais regardez ce qui s'est passé dans le cas du virus. On a longtemps cru que le virus allait rester confiné en Chine. On a parlé du virus chinois, on a parlé d'un problème chinois. Et ce n'est que lorsqu'il y a commencé à avoir des morts dans le nord de l'Italie qu'on s'est dit « Ah là là, ça va arriver chez nous et on va être touché aussi ». Il y a fondamentalement, je pense, quelque chose d'assez raciste dans la manière dont nous considérons le changement climatique. On se dit que tant que ça arrive de l'autre côté de la Méditerranée, tant que ça arrive avant tout dans des pays lointains et vulnérables, on se considère comme un peu à l'abri et donc quelque part on a des œillères vraiment très puissantes, on a un aveuglement total par rapport à ça simplement parce que les morts ne sont pas à nos portes. Et là, je crois que l'expérience du coronavirus doit vraiment nous pousser à réfléchir là-dessus. Peut-être, je te laisse la parole pour ta prochaine question. Oui, c'est au niveau du renflouement en fait par rapport à la crise.
Donc, on sait que la Banque centrale européenne va renflouer l'industrie pour au moins 750 milliards d'euros, et dont une grande proportion pour le trafic aérien, le charbon, le gaz et le pétrole. Et on parle aussi de 132 milliards pour Shell et Total. Donc, voilà, nous, en tant qu'activistes, en fait, depuis le début, on aimerait qu'on arrête les subventions aux énergies fossiles aussi. Et voilà, je voulais voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour le mouvement du climat et bien sûr, il y a aussi les travailleurs, puisque pour l'instant, il y a un débat entre justement le fait de sauver les travailleurs, hein, et les gens qui sont dans la précarité, et cette question écologique aussi. Les gouvernements vont effectivement devoir réinjecter dans l'économie des milliards d'euros, de dollars et de yuan. Et on comprend bien qu'ils doivent le faire. Il est certain qu'on ne peut pas laisser s'effondrer comme cela des pans entiers de l'économie. Je crois que la grande question qu'il faut se poser, c'est de savoir à quoi va servir cet argent. Si je prends le plan de 750 milliards proposé par la Commission européenne, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que ces 750 milliards sont quand même principalement orientés vers de l'investissement. Et j'ai envie de dire que jusqu'ici, mais ce plan n'est pas encore approuvé par les 27 États membres, jusqu'ici, la Commission européenne a plutôt tenu bon, je trouve, par rapport aux lobbyistes et par rapport aux demandes de certains, d'orienter cet argent uniquement vers le sauvetage des industries, et notamment des industries fossiles qui avaient souffert dans la crise. Maintenant, il va falloir vraiment se battre pied à pied pour, quelque part, s'assurer que ces investissements servent bien en priorité à décarboner l'économie. Et je crois qu'effectivement, c'est là que se trouve, quelque part, la voie d'une nouvelle prospérité. Et j'ai envie de dire, la chance peut-être que nous avions dans l'Union européenne, c'est que le plan de sortie de crise ou le plan de relance était en quelque sorte déjà prêt dans les cartons. C'était le Green New Deal, qui est la mesure phare de la nouvelle Commission européenne. Donc voilà, si on veut essayer d'être un peu optimiste, je dirais que pour le moment, les principales annonces de la Commission européenne vont plutôt dans le bon sens, même s'il va y avoir une bataille très politique et très difficile dans les semaines et les mois à venir, qui va se jouer entre les pays du Nord, qui traditionnellement sont plutôt dans la voie de soutenir l'économie décarbonée, de soutenir le Green New Deal, mais qui par contre ont plutôt tendance à être extrêmement réticents à l'idée qu'on dépense beaucoup d'argent et à l'idée qu'on fasse tourner la planche à billets et qu'on investisse dans le futur. Et qu'à l'inverse, les pays du Sud ou les pays d'Europe de l'Est qui vont réclamer davantage de solidarité et qui vont réclamer davantage d'investissement n'étaient pas toujours, eux, du côté du soutien à l'économie décarbonée. Donc, il va y avoir vraiment un combat difficile à mener. Maintenant, je me pose la question du sauvetage effectivement des industries fossiles et notamment de l'argent qu'on va mettre pour sauver les compagnies aériennes, mais pour sauver aussi les constructeurs automobiles, pour sauver aussi des énergies fossiles. Je pense que pour toute une série d'industries qui étaient profondément liées aux énergies fossiles, cette crise peut être l'occasion de se réinventer. Et je pense en particulier aux compagnies aériennes. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut arrêter l'avion ou qui souhaitent que les avions restent cloués au sol, parce que je pense qu'il faut aussi d'abord considérer les travailleurs de ces compagnies, il faut aussi considérer les bénéfices qu'apporte le transport aérien en termes éducatifs ou culturels. Prenons une école comme Sciences Po sans compagnie aérienne, une école comme Sciences Po fait un vrai boutique puisque 55% des étudiants viennent de l'étranger. Cela étant, je pense que les compagnies aériennes doivent absolument utiliser cette crise pour se réinventer. Aujourd'hui, la croissance telle qu'elle était prévue du transport aérien n'est pas soutenable dans le futur et le niveau d'émissions par passager n'est pas soutenable non plus. Et je pense qu'une voie d'avenir, par exemple, ce serait pour les compagnies aériennes européennes de fusionner certaines compagnies ferroviaires avec des compagnies aériennes de manière à ce que les trajets court courrier puissent s'effectuer désormais en TGV plutôt qu'en avion. Et là, j'ai tendance à considérer que pour la première fois, cette idée qui semblait encore une utopie, qui semblait encore impossible il y a quelques années, est en train de germer dans l'esprit de plusieurs gouvernements. Ça fait partie des conditions que le gouvernement autrichien a mis au sauvetage d'Austrian Airlines. Ça fait partie des conditions, même si je pense qu'on aurait pu mettre encore davantage de garde-fous, que le gouvernement français va imposer à Air France. Et puisqu'on a des spectateurs en Belgique aussi, je pense que ça devrait faire partie des conditions
que le gouvernement belge mette aussi au sauvetage de Brussels Airlines. Par rapport aux compagnies pétrolières et par rapport aux subventions, là, je pense aussi que la crise doit être l'occasion de mettre un terme définitif aux subventions publiques dont bénéficient encore les industries pétrolières. En France, pour 1 euro qui est investi dans les énergies renouvelables, on continue à investir 2 euros dans les énergies fossiles. Ce n'est pas possible qu'on continue à investir encore autant d'argent public, notamment via des niches fiscales et via des exemptions de taxes, dans les énergies fossiles. Pour moi, c'est vraiment l'action prioritaire à mener si on veut réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, c'est de supprimer les subventions publiques aux énergies fossiles et de réorienter les financements privés qui sont notamment investis par les banques commerciales dans les projets d'extraction d'énergie fossile. Ça doit être la priorité des priorités. Et j'ai envie de dire que les très bas prix du pétrole, pour le moment, offrent en quelque sorte une opportunité pour faire cela et aussi, je crois, pour fixer un prix plancher au pétrole et une taxe carbone. Mais là, j'attends toujours de voir un engagement des gouvernements. Vous avez mentionné cette coopération qui devrait en tout cas émerger en Europe, mais la crainte qu'on ait en quelque sorte deux blocs qui s'affrontent, les pays du Nord et qui sont un peu près de leurs sous et qui sont là, bon, on ne veut pas trop dépenser, mais qui sont plus conscients des enjeux environnementaux. Moi, la crainte que j'ai, c'est surtout qu'on se fixe à nouveau sur ce bloc européen et qu'on en oublie que la crise sanitaire, la crise environnementale que représente le changement climatique, ce sont au final des enjeux qui sont globaux, qui demandent une réponse qui est également globale. Et on parle très peu de ces partenariats qu'on pourrait développer avec la Chine, avec les États-Unis, même s'ils sont un peu au fond du trou actuellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut aller vers ces pays, leur tendre la main et leur expliquer qu'il faut coopérer aujourd'hui? Moi, ma crainte, effectivement, principalement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Évidemment, ce qu'on va faire en Europe est important et c'est vrai qu'on est logiquement, puisqu'on est européen, préoccupé par cela. Mais effectivement, ma crainte, comme je le disais, c'est que la coopération internationale et les partenariats qu'on puisse nouer à la fois avec les économies émergentes et avec les économies en développement ne sortent très, très affaiblis de cette crise, puisqu'on est dans une logique où chacun se regarde un peu en chien de faïence, où quelque part les pays se méfient les uns des autres et où chacun joue un peu cavalier seul. Et j'ai envie de dire que ça risque d'être de plus en plus difficile à l'avenir, effectivement, d'organiser une véritable coopération internationale et d'organiser de véritables partenariats. La crise actuelle a beaucoup abîmé la confiance qui avait pu se nouer entre certains partenaires au fil du temps. Et la confiance en relations internationales et pour toute négociation, c'est vraiment l'élément clé. Si vous n'avez pas la confiance, ce n'est pas possible d'avoir un accord international. Donc pour le climat, la COP26, qui était pourtant tout à fait importante, a été repoussée carrément d'1 an et se tiendra désormais en novembre 2021. Moi, j'aimerais beaucoup que cette COP26 puisse marquer en quelque sorte un renouveau de la coopération internationale, puisse devenir une sorte de COP 0 et pas être juste une COP 25 plus 1, ça impliquerait de changer quelque part le modèle de négociation et de faire rentrer d'autres acteurs à la table et notamment des acteurs dont on a vu l'importance à la faveur de cette crise. Je pense aux municipalités, aux pouvoirs locaux, mais aussi à la société civile et aux entreprises. J'ai envie de dire, les entreprises sont aussi des leviers de changement, vont être forcément touchées par les mesures que l'on prendra. Plutôt que de faire du lobbying en sous-main, il me semble qu'il vaudrait mieux qu'elles soient directement représentées à la table des négociations. Je pense que ça serait plus clair et plus transparent pour tout le monde. Mais seulement pour pouvoir faire cela, il va falloir des leaders élus qui aient envie de s'investir dans la coopération internationale. Et le problème, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de leaders démocratiquement élus. Je suis désolé de le dire, mais Donald Trump, Boris Johnson, Scott Morrison en Australie, Jair Bolsonaro au Brésil ont tous été démocratiquement élus et poussent un agenda nationaliste qui vise à torpiller, à mettre à terre la coopération internationale. Et donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de la coopération internationale avec autant de leaders qui poussent aujourd'hui un agenda nationaliste. Et donc, si on veut vouloir remettre sur pied la coopération internationale, remettre sur pied des partenariats, ça passera aussi par le bulletin de vote et par les élections
dans chacun de ces pays. Moi, j'ai coutume de dire que le plus grand adversaire du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique, c'est même pas le pétrole, le gaz ou le charbon, c'est le nationalisme. Je vous remercie. Kim, peut-être? Oui, justement par rapport à ça, en fait, dans les milieux écolos, on parle beaucoup de relocalisation de l'économie pour être moins dépendant des grandes puissances, de la Chine et d'autres. Et en fait, vous parlez, dans les articles, j'ai vu que vous parliez aussi d'une alliance verte et d'extrême droite contre nature. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez expliquer un peu ça. Oui, je pense que ça va être effectivement un des grands défis politiques de l'après-crise. Ça va être l'articulation de deux niveaux de pouvoir qui vont devenir, à mon sens, de plus en plus importants, c'est-à-dire le niveau local et le niveau international. Pour le moment, on a encore les yeux braqués sur le niveau national, un peu moins en Belgique, qui est déjà un pays fédéral, mais en France, c'est tout à fait évident avec l'élection présidentielle qui, quelque part, monopolise tous les regards et toutes les conversations. Je pense qu'à l'avenir, les deux niveaux de pouvoir et de gouvernance qui vont vraiment être importants, ça va être le niveau local et le niveau global. La difficulté, ça va être de voir comment on va articuler les deux. On se rend bien compte qu'il va falloir relocaliser un certain nombre de chaînes de production, notamment en matière d'alimentation, de santé et aussi d'énergie. Je pense qu'il va falloir aller vers une production d'énergie qui soit davantage décentralisée, notamment via de micro-réseaux. Mais en même temps, le défi, ça va être de garder les frontières ouvertes. Ça va être de réinvestir, comme on en discutait avec la question de Stacy, ça va être de réinvestir dans la coopération internationale et dans les partenariats. Et le problème, c'est que, quelque part, la logique de crise dans laquelle on se trouve, la rhétorique et l'imaginaire de crise, a tendance à, quelque part, favoriser la fermeture des frontières. À chaque moment, quand on se trouve en crise, les gens se sentent rassurés par des frontières qui sont fermées. C'est vrai quand il y a une crise sanitaire comme celle du Covid. C'est vrai quand il y a une crise des réfugiés comme l'Europe l'a connue il y a environ 5 ans. C'est vrai quand il y a une crise terroriste comme la France et la Belgique l'ont connue il y a 5 ans. Et donc, il y a une tendance naturelle au repli sur soi et à la fermeture des frontières. Et aujourd'hui, moi, je suis parfois un peu effrayé du discours de certains survivalistes qui, quelque part, prôneraient une forme d'autarcie, de bunkérisation, quelque part, des choses pour que nous ne soyons plus du tout dépendants de l'étranger ou de la mondialisation. Au risque d'en choquer certains et de me faire taxer d'infâme suppôt du néolibéralisme, il y a aussi un certain nombre de bénéfices à la mondialisation en termes culturels, aussi en termes commerciaux, même si pour le moment les termes de ce commerce restent largement injustes. Et donc j'ai peur quelque part qu'on ne voit le développement d'un projet politique qui résonnerait à mon avis très fort aux yeux de beaucoup, que j'appelle l'écologie de l'avocat, verte à l'extérieur mais avec un noyau brun. C'est finalement l'écologie que développe en France le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui prône le localisme, l'idée qu'il faille fermer les frontières, que tous nos maux viennent de l'extérieur et qu'il faille nous organiser en communautés autarciques qui ne soient plus du tout dépendantes de l'extérieur. Et je crains fort que quelque part, cette crise ne donne des arguments aux tenants de ce localisme. Et moi, je pense qu'une erreur fondamentale qu'on commet en France, mais plus globalement en Europe, c'est d'imaginer que l'extrême droite n'a aucun projet en matière d'écologie. Elle a un projet qui s'appelle le localisme et qui risque de séduire beaucoup si quelque part on reste prisonnier de cet imaginaire un peu collapsologue où on se dit que tout va s'effondrer et que donc il faut se claquemurer chacun chez soi. Moi, ma peur, c'est qu'à terme, effectivement, les gestes barrières, les gestes sanitaires de confinement et de fermeture des frontières ne se transforment en projet politique. Et je crois qu'il faut être très attentif à cela. Ce qui est intéressant, et on a pu le retrouver dans pas mal d'articles, c'est votre vision voilà, de l'imaginaire qui s'est développé autour de cette crise. Et souvent, dans des temps qui sont très sombres comme cela, on a tendance à imaginer que la menace, elle vient forcément de l'extérieur. Et je pense que le Covid-19, il a été super important parce qu'il nous a montré qu'au final, la menace, elle venait de l'intérieur.
c'est nos systèmes qui sont défaillants, c'est tout un pan de la société qu'on a oublié avec les travailleurs qu'on a jugés maintenant en première ligne et pendant des années, pendant des milliers d'années, en fait, on a dit que c'était un peu voilà, les oubliés, qu'ils n'avaient pas forcément réussi. Et c'est ça qui est super intéressant et vous parlez souvent de cette question des migrants, des personnes qui vont être amenées à être déplacées à cause du climat ou à cause de, voilà, des conditions économiques et sociales dans leur pays. Est-ce que vous, ça vous fait peur, cette situation? Est-ce que vous avez peur qu'au final, on ait une instrumentalisation de cette crise contre les migrants? C'est possible, en effet. Comme vous l'avez très justement souligné, ce qui a fait cette crise, quelque part, c'est notre impréparation, c'est notre défaut d'anticipation. Certains pays ont affronté le virus aussi, mais étaient mieux préparés, et ça n'a pas du tout produit la même crise que ça a produit dans certains pays. L'expérience d'un Allemand face au coronavirus est très différente de l'expérience d'un Italien ou d'un Espagnol, par exemple. Et je ne pense pas que dans quelques années, les Italiens et les Allemands auront le même souvenir de cette crise. Je pense que ça sera un souvenir beaucoup plus traumatisant, et on le comprend bien pour les Italiens que pour les Allemands. Et donc, on voit bien la question, effectivement, de l'impréparation et du défaut d'anticipation. Et on a toujours, effectivement, ce sentiment que la menace doit venir de l'extérieur. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, effectivement, une tendance à vouloir fermer les frontières et à vouloir utiliser les frontières comme un marqueur de l'identité collective. Parce qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté dans une frontière. Et si aujourd'hui, les nationalistes veulent construire autant de barrières et autant de murs aux frontières, en réalité, ce n'est pas pour décourager les migrants. On sait bien que ça n'a aucun effet sur les flux migratoires. C'est pour rassurer ceux qui sont à l'intérieur. C'est une façon de leur dire, rassurez-vous, vous êtes du bon côté de la frontière, et pour vous le montrer, on va même matérialiser cette frontière par un obstacle, par un mur ou par une barrière. Et donc, effectivement, j'ai une crainte que les migrants ne soient de plus en plus vus comme une menace. On les connaissait aussi, on savait qu'ils étaient perçus comme une menace pour notre économie, qu'ils étaient perçus comme une menace pour une certaine culture ou pour certaines traditions. J'ai peur, effectivement, qu'on ne les assimile aussi potentiellement à une menace sanitaire. Le dernier sondage mené par le Cevipof montre que 84% des Français plébiscitent la fermeture des frontières comme mesure sanitaire, alors que par ailleurs, plusieurs études ont montré que la fermeture des frontières n'avait que peu d'impact sur la propagation du coronavirus. Donc on voit bien, effectivement, plus on est dans ce narratif de crise, plus les frontières fermées apparaissent comme rassurantes, et certains ont évidemment compris tout le bénéfice électoral notamment qu'ils pouvaient tirer en installant dans la population ce narratif et cette rhétorique de crise. Kim? Oui. Est-ce que tu as une autre question? Non, moi ça va pour le moment. Ok. Concernant justement les migrants, est-ce qu'on peut prévoir d'ores et déjà qu'au niveau des régulations, des réglementations, on va avoir des gouvernements qui vont sévir un peu leur position et qui, au final, vont délaisser? Parce que même en ce moment, dans la crise sanitaire, au final, on a très peu de journaux, de personnes qui parlent de cette question, comme si tout à coup, ça avait disparu des écrans, que ça n'existait plus. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que la question des migrations, mais comme toute une série d'autres questions d'ailleurs, a complètement disparu de l'agenda médiatique, et que l'agenda a été complètement kidnappé quelque part par une parole médicale autour du coronavirus. Je pense que les attitudes et les politiques à l'égard des migrants peuvent évoluer dans les deux sens. Je pense que certains pays et certains gouvernements ont réalisé à quel point les travailleurs migrants étaient absolument indispensables à l'économie. Je lisais un article de presse récemment qui racontait qu'un entrepreneur italien dans les vignobles italiens avait fait venir par jet privé des travailleurs de Roumanie pour venir effectuer les vendanges, parce qu'ils se plaignaient qu'ils ne parviennent pas à engager suffisamment d'Italiens que pour faire ces vendanges. Et donc, c'est un peu le monde à l'envers, l'idée de faire venir des travailleurs migrants par jet privé. C'est une sorte de métaphore absolue du monde d'après. Plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures de régularisation des sans-papiers pour qu'ils puissent accéder au système de santé. Plusieurs gouvernements ont permis aux demandeurs d'asile d'accéder plus rapidement au marché du travail. C'est le cas du gouvernement belge
notamment. Et donc, on voit que potentiellement, il y a un effet pédagogique, je crois, où certains gouvernements ont réalisé, d'une part, l'importance des travailleurs migrants et d'autre part, la nécessité absolue en matière de santé publique d'un accès au système de santé pour toute une série de populations qu'on avait voulu marginaliser, les sans-abri, les prisonniers, mais aussi les migrants. Et le principe de base de contrôle d'une épidémie, c'est que personne n'est à l'abri tant que tout le monde n'est pas à l'abri. Et donc, quelque part, le virus a un côté très inclusif, puisque si vous laissez des gens sans accès aux mesures de distanciation sociale ou sans accès aux services de santé, ça veut dire que ces gens peuvent devenir à nouveau des foyers de contamination et que l'épidémie peut quelque part s'étendre ensuite à tout le pays. Et donc, tous ces gens qu'on avait voulu mettre en dehors de la société, le virus nous rappelle qu'ils font malgré tout partie de la société. On va voir ce que ça va donner effectivement sur les politiques migratoires à l'avenir, sans doute trop tôt pour le dire, mais il est certain que même s'il a occupé le devant de l'agenda médiatique, le coronavirus n'a pas fait disparaître la question de l'immigration, ni celle du changement climatique, et encore moins celle des migrations liées au changement climatique. Est-ce qu'on peut peut-être faire un parallèle également avec le cas de l'Afrique? C'est un cas un peu particulier parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, la Chine est très présente, mais on a pu constater que beaucoup de pays se sont démenés pour essayer de prévenir une pandémie et une épidémie dans ces pays. Donc ça relève également de cet égoïsme en quelque sorte, de la crainte que ça revienne finalement par l'Afrique. Et quelque part, aujourd'hui, tout le monde se mobilise quelque part pour l'Afrique. Et un des bénéfices, peut-être, c'est que l'Afrique va pouvoir tirer des financements importants pour ses systèmes de santé grâce, quelque part, à la pandémie et grâce à la peur, effectivement, qu'un nouveau foyer de contamination y surgisse et qu'il soit beaucoup plus difficile à contrôler, notamment parce que les structures d'habitat font que la distanciation sociale est beaucoup plus difficile en Afrique que dans d'autres pays, par exemple. Mais ceci dit, je pense qu'on commet une grave erreur aussi en imaginant que l'Afrique est complètement impréparée à cela. À la fin du mois de février, j'ai dû me rendre au Ghana pour une réunion scientifique. J'étais très surpris, à mon arrivée à l'aéroport, d'être accueilli par des agents en combinaison sanitaire qui m'ont pris ma température, qui m'ont imposé de porter un masque, de me nettoyer les mains au gel hydroalcoolique et qui m'ont fait passer quasiment tout un examen de santé avant que je sois admis dans le pays. Et quand je suis revenu et quand j'ai atterri à Charles de Gaulle, il n'y avait aucun agent, personne ne m'a pris ma température, il n'y avait aucune mesure de contrôle sanitaire. Et donc, parfois, je pense qu'on a quelque part une image de l'Afrique, mais comme de l'Asie d'ailleurs, complètement impréparée et démunie face à cela. Et je pense qu'au contraire, beaucoup de gouvernements africains ont compris peut-être plus rapidement que les gouvernements européens la nécessité d'éviter que des foyers d'infection se développent dans leur pays parce qu'ils savaient précisément qu'il serait plus difficile à contrôler. Et pour continuer sur l'Afrique, on le sait, donc, au niveau climatique, ils vont être extrêmement touchés, au niveau de la bande du Sahel. On a le jour zéro également à Cape Town qui devient un peu inévitable. Est-ce que vous, au GIEC, vous avez commencé à faire un peu des propositions sur comment est-ce qu'ils pourraient mieux se préparer, comment est-ce que les États, les pays riches qui sont majoritairement responsables de ce changement climatique pourraient les aider? Le GIEC propose et les gouvernements disposent. Donc, c'est-à-dire que notre seule mission, c'est effectivement d'essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'évaluer le coût de différents types de mesures. Et effectivement, particulièrement dans le groupe 2, qui est le groupe dans lequel je travaille, on travaille effectivement sur ces questions d'adaptation et sur ces questions de vulnérabilité. Et le problème, je crois, c'est que ces questions d'adaptation restent encore perçues très, très différemment dans les pays en développement et dans les pays industrialisés. Et très souvent, les pays en développement sont beaucoup plus avancés sur ces questions que les pays industrialisés parce qu'ils ont compris le fait que l'adaptation nécessitait de l'anticipation, nécessitait quelque part une adaptation des modes d'habitat, des modes de consommation, etc. Tandis que les pays industrialisés raisonnent encore strictement, parfois, en termes d'infrastructures et se disent face aux impacts du changement climatique, nous allons construire des digues, nous allons construire des barrages et donc nous allons mettre en place des mesures d'infrastructure, tandis que les pays en développement ont beaucoup plus une vision de l'adaptation comme d'une trajectoire qui doit leur permettre de s'adapter et de développer leur résilience face
aux catastrophes. C'est vrai dans tous les pays du Sud, singulièrement dans les petits États insulaires, par exemple, qui sont particulièrement exposés aux impacts du changement climatique, que ce soit des catastrophes comme des typhons ou la hausse du niveau des mers, et où on voit que depuis des années et des années, ils ont développé des mesures d'adaptation pour augmenter leur résilience face à cela, et que quelque part, nous plaquons souvent sur ces pays et sur ces territoires une image de vulnérabilité qui est au fond une conception très, très occidentale de la chose. Et eux, souvent, vont refuser de se décrire comme des victimes du changement climatique. C'est très intéressant parce que j'ai pu avoir un cours justement sur les petits États insulaires et on a remarqué, voilà, souvent il y avait… Oui, exactement. Donc, elle nous a expliqué qu'en quelque sorte, voilà, il y avait souvent des banques de développement qui allaient dans ces pays pour les aider, voilà, parce que toujours les Occidentaux, les sauveurs du monde. Et le premier réflexe, c'était voilà, ces infrastructures, parce que c'était perçu comme solide, comme la technologie au secours de l'homme, et que finalement, ça nous avait amené à délaisser le savoir indigène, comme ils l'appellent, et qui pourrait être une solution beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sustainable finalement à ces problématiques de changement climatique. Est-ce que c'est aussi des choses que vous analysez au GIEC? Bien sûr, dans les États insulaires et dans les territoires insulaires, par exemple, je suis toujours énervé quand j'entends des gens qui proposent, qui disent finalement pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des îles artificielles comme on le fait à Dubaï ou comme on le fait aux États-Unis, et qui ne comprennent pas que dans la culture polynésienne ou mélanésienne, l'île, son île natale, est souvent un prolongement du soi et donc fait partie intégrante de l'identité des populations, et que plutôt que de déménager sur une île artificielle, les gens préfèrent déménager carrément sur le continent parce que quelque part, ils doivent se couper d'une partie d'eux-mêmes. Et donc, effectivement, la question de l'intégration des savoirs traditionnels est vraiment aujourd'hui une priorité dans les solutions d'adaptation. C'est une difficulté scientifique, il ne faut pas s'en cacher, notamment parce que le GIEC travaille sur la base de littérature publiée dans des journaux et dans des revues scientifiques, c'est-à-dire d'articles qui ont été revus par les pairs, dont la démarche scientifique a été vérifiée, et qu'évidemment, les savoirs traditionnels ne sont pas publiés dans des revues ou dans des articles scientifiques, même si je dois dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série de chercheurs qui se sont saisis de cette question et qui essaient de synthétiser aussi ces savoirs traditionnels de manière à ce qu'ils apparaissent dans la littérature scientifique. C'est un gros enjeu, à la fois pour le GIEC, mais aussi pour les négociations internationales sur l'adaptation, de savoir comment on peut véritablement donner une voix et entendre ces savoirs traditionnels. Et je ne suis pas ici en train de rejeter complètement l'infrastructure. L'infrastructure offre aussi toute une série de solutions assez formidables dans certains contextes. Je crois simplement que l'idée de mettre tous ses œufs dans le même panier est une profonde erreur en matière d'adaptation, et que le principe de l'adaptation, c'est justement de pouvoir parer à différents types d'éventualités, et y compris à des crises dans la crise. On a vu le Bangladesh et l'Inde qui ont dû évacuer des millions de personnes face à un cyclone au milieu de la crise du Covid. On voit aujourd'hui les États-Unis qui doivent gérer une situation sécuritaire difficile et des protestations au milieu de la pandémie du Covid. Et donc, la difficulté, c'est aussi de gérer une crise dans la crise. Je voulais rebondir, en fait, parce que j'avais assisté à une conférence entre Jean-Pascal Van Ipperzel et Ricardo Petrella. Et Ricardo était un peu choqué du fait que le GIEC soit tellement dans les Français, Jean-Pascal Van Ipperzel est l'équivalent belge de Jean Jouzel ou de Valérie Masson-Delmotte. Et Ricardo Petrella est un économiste progressiste de gauche qui travaille beaucoup sur les questions de biens publics et de commun. Voilà. Et donc, et alors Ricardo Petrella était un peu choqué par cette question, que le GIEC soit trop dans la résilience, parce qu'il dit, en fait, aux Pays-Bas, on a les moyens, évidemment, de construire des digues, de faire face au réchauffement climatique. Mais par contre, dans les pays du Sud, voilà, les pays sont tellement pauvres, ça, voilà, c'est pas une solution. Donc, bon, on le sait que lui est assez anticapitaliste, donc il pense qu'il faut évidemment s'attaquer au système. Donc voilà, il n'est pas aussi favorable à l'adaptation que le sont certains membres du GIEC, quoi. Oui, tout à fait. Il est certain qu'aussi, il ne faut pas nier le fait que l'adaptation représente aussi un business pour certains, et soit quelque part aussi une façon, quelque part, de faire accepter notre incapacité à limiter davantage les émissions de gaz à effet de serre. Et que quelque part, c'est aussi parfois un peu une solution de facilité que de dire on est incapable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous adapter et on va vous vendre des solutions d'adaptation et on va vous envoyer nos ingénieurs. Et donc, effectivement, il faut prendre garde à ce discours, et c'est la raison d'ailleurs
pour laquelle l'adaptation, pendant longtemps, dans les négociations internationales, était un peu un sujet tabou, précisément parce qu'on craignait qu'une discussion sur l'adaptation ne fournisse des arguments à ceux qui ne voulaient pas réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à ceux qui voulaient retarder cet effort de réduction. Cela étant dit, il faut aussi, en tout cas c'est la mienne, pouvoir assumer une position pragmatique. Les impacts du changement climatique sont déjà là et donc il faut absolument que nous permettions aux populations qui sont les plus touchées, les plus vulnérables, de s'adapter à ces impacts. Sinon, leur vie risque d'être mise en danger sans même compter leurs biens et leur santé. Et donc, elles ont elles-mêmes un certain nombre de ressources qu'elles peuvent tout à fait déployer par rapport à cela. On a parlé des savoirs traditionnels. La migration est potentiellement une autre de ces ressources. Il y a aussi, dans certains cas, des solutions d'infrastructure qui pourront être utiles. Et je pense qu'un rôle essentiel des négociations internationales, ça va être de permettre effectivement que ces infrastructures soient aussi accessibles aux pays du Sud. Et puis, il va y avoir un enjeu, je crois, de responsabilité fondamentale. La coopération internationale peut faire en sorte que le potentiel d'adaptation de certains pays, de certaines populations, soit pleinement déployé. Je pense par exemple à la question de la migration comme solution potentielle d'adaptation. Je vous remercie pour cette réponse. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions des participants. Il y en a quelques-unes déjà. Alors, on a déjà une question de Raïm, je suppose. Les discours climato-sceptiques perdurent. Didier Raoult en est un parfait exemple. Ne craignez-vous pas que la cacophonie au sujet de l'hydroxychloroquine, et notamment la dernière publication du Lancet, n'affaiblisse la parole des scientifiques, en particulier du GIEC, et renforce la parole des sceptiques? Effectivement, je le crains. Si on veut voir le verre à moitié plein, on pourrait se dire qu'effectivement, les gens ont entendu bien davantage des experts scientifiques à la télévision et dans les médias en général qu'ils n'avaient l'habitude de l'entendre et que quelque part, ça va peut-être amener quelque part une plus grande importance de la parole scientifique et de l'expertise dans les débats publics qui seraient peut-être un peu moins fondés sur l'idéologie et un peu davantage fondés sur une expertise scientifique et sur une certaine rationalité. Le problème, je crois, c'est que cette parole scientifique n'a pas été unanime, loin de là. Et d'ailleurs, la science en elle-même n'est pas unanime et est composée d'avis divers. Et que quelque part, effectivement, une parole comme celle de Didier Raoult et la controverse sur l'hydroxychloroquine, je pense, va affaiblir la parole scientifique simplement parce que les gens ne s'y retrouvent pas et ne savent plus à quel sein se vouer et quelque part vont un peu croire l'expert qui va être le plus convaincant sur un plateau de télévision ou un micro de radio, celui qui va apporter la solution la plus rassurante et la plus immédiate. Et malheureusement, la science est souvent complexe et pétrie d'incertitudes. Et donc, je pense que le vrai problème qu'on a, et si on veut vraiment qu'on puisse avoir une approche plus rationnelle de la parole d'experts en démocratie, c'est qu'il faut faire entrer la science en démocratie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer aux gens comment fonctionne la démarche scientifique, comment fonctionne un consensus scientifique, ce que c'est qu'une revue par les pairs, pourquoi un article publié dans le Lancet a davantage de valeur qu'un post sur Facebook. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on lit sur Facebook est idiot, mais ce qu'on lit sur Facebook n'est pas vérifié par d'autres spécialistes du sujet. Pourquoi potentiellement certains articles peuvent parfois être retirés et pourquoi la science ne détient pas la vérité absolue et peut parfois se tromper. Mais je pense que ce que la crise a révélé, c'est une vraie nécessité d'alphabétisation scientifique de la population, qu'on leur explique comment la science fonctionne, comment elle est construite, de manière à ce que chacun puisse appréhender la parole d'experts dans le débat public. Et pour le moment, ce n'est pas fait du tout. Très rares sont les gens qui savent comment fonctionne une revue scientifique, qui savent comment fonctionne la science. Il y a encore plein de gens qui pensent que les chercheurs ont 2 mois de vacances en juillet et en août. Je vous remercie pour ces éclairants. Alors, une question de Jeanne. On parle beaucoup des mesures qui doivent être prises au niveau global, mondial, par les dirigeants politiques pour régler la problématique du changement climatique. Mais que peut-on faire en tant que citoyen pour déjà faire changer les choses? Que faire si l'on veut contribuer de manière concrète et utile à la résolution du changement climatique? Il y a plein de choses. Si vous êtes citoyen américain, la chose la plus utile que vous puissiez faire, c'est glisser un bulletin Biden dans l'urne en novembre prochain. Et ça sera le geste le plus décisif que vous aurez de toute votre vie dans la lutte
contre le changement climatique. Vous pourrez vous rouler à vélo tant que vous voulez, acheter des fruits et légumes de saison, isoler votre habitation. Si vous mettez un bulletin Trump dans l'urne, quelque part, tout ce que vous aurez fait ne servira à rien. Donc, je crois que quelque part, il faut absolument que les gens réalisent que ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre le changement climatique, ils peuvent le faire non seulement en tant que consommateurs, mais aussi et surtout en tant que citoyens. Et quelque part, le fait que les émissions de gaz à effet de serre ne baisseront que d'environ 8% cette année montre bien que même quand quelque part nous arrêtons toutes nos activités, quand nous mettons les transports à l'arrêt, eh bien quelque part, ça ne permet pas de résoudre le problème et il y a toute une série de macrostructures de l'économie sur lesquelles il faut travailler. Comment est-ce qu'on peut y travailler? Je pense que ça implique de reprendre, quelque part, voix au chapitre en tant que citoyen. Souvent, j'ai plein de gens qui me disent, et lorsque je donne une conférence publique, j'ai toujours des gens qui me disent, mais finalement, toutes ces décisions sont prises au-dessus de nous, sont prises par des gouvernements, sont prises par des multinationales, etc. Mais ces gouvernements ont des électeurs, ces multinationales ont des consommateurs, et donc il faut pouvoir agir en tant que citoyen pour pouvoir peser sur les choix collectifs. Et je pense qu'un vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de crise de la démocratie représentative où les gens se sentent complètement aliénés par rapport à ces choix collectifs, pensent qu'ils n'ont plus du tout leur voix au chapitre, qu'ils n'ont plus rien à dire sur les choix collectifs et qu'ils ne peuvent plus uniquement agir qu'au niveau individuel. Je pense que c'est absolument dramatique pour le changement climatique et qu'il faut absolument, si on veut pouvoir lutter efficacement contre le changement climatique, qu'on résolve aussi cette crise de la démocratie représentative et que les gens agissent aussi en tant que citoyens. Une des premières choses qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est avec son épargne. On sait que l'épargne et ce que les gens en feront sera un déterminant tout à fait important de la sortie de la crise. Je suis frappé de voir combien autour de moi, je vois plein de gens qui ont transformé plein de leurs habitudes de vie, qui prennent moins l'avion, qui roulent davantage à vélo, qui achètent des fruits et légumes de saison, mais qui continuent à avoir des placements d'assurance vie ou en épargne logement dans des banques classiques, sans savoir que ces placements, à leur insu, financent les énergies fossiles. Lorsque je commence mes cours à Sciences Po, et Dieu sait que les étudiants de Sciences Po sont très impliqués dans la lutte contre le changement climatique, je leur dis toujours, si vous voulez faire quelque chose de vraiment utile et efficace dans la lutte contre le changement climatique, ce que vous pouvez faire, c'est vous lever, quitter cette salle, demander le remboursement de vos frais d'inscription à Sciences Po et aller étudier ailleurs. Parce que, et ce n'est pas contre Sciences Po en particulier, mais c'est le cas de beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités, les frais de scolarité que payent les étudiants sont investis pour essayer de maximiser le rendement et donc sont investis aussi dans les énergies fossiles. Et je me réjouis de voir que plusieurs universités, et notamment Sciences Po, mais aussi l'Université de Liège en Belgique où je travaille, ont engagé un mouvement de désinvestissement des énergies fossiles. Et je crois que c'est vraiment très important que les gens réalisent où se trouve leur empreinte carbone. Quand je donne un autre exemple, quand je dois engager des nouveaux chercheurs dans mon labo à l'Université de Liège, une de leurs questions que je leur pose toujours, c'est quel est leur programme préféré à la télévision? Et il y en a toujours plein qui répondent, là, je n'ai pas la télévision, je regarde uniquement mes séries et mes programmes sur Internet. Et disant cela, ils pensent me convaincre qu'ils sont très écolos parce qu'ils ont renoncé à la télévision, mais en réalité, la bande passante d'Internet et l'empreinte carbone d'un programme que vous regardez sur Internet, comme cette visioconférence qu'on fait aujourd'hui, en réalité, est bien supérieure à l'empreinte carbone d'un programme qu'on regarde en direct à la télévision. Et donc, il y a plein de choses comme ça où les gens, quelque part, ne sont pas conscients de leur empreinte carbone. Je pense qu'il y a un vrai travail d'information à faire. Et au-delà, il faut absolument que, quelque part, les gens réalisent qu'ils peuvent agir contre le changement climatique aussi et surtout en tant que citoyens et pas uniquement en tant que consommateurs. Pour revenir sur deux points, vous avez mentionné l'utilité du vote. Je pense qu'il faudrait préciser qu'il faut que ce soit un vote éclairé, arrêter de voter en fonction des clivages politiques, nous dire moi je suis de droite donc je voterai toujours à droite. Ça ne veut plus rien dire. Enfin, combien de personnes aujourd'hui votent sans même savoir le contenu des programmes? Bon, on le sait, les programmes ne sont pas toujours respectés, mais je pense que ça nous indique déjà assez bien les idées du candidat pour lequel on va voter. Donc, ouvrir les programmes et essayer de s'informer, c'est déjà la base, je pense.
Et je pense que vraiment, on doit être conscient aujourd'hui, si on veut lutter efficacement contre le changement climatique, qu'à l'heure actuelle, quelle que soit la popularité de Greta Thunberg, quelle que soit l'amplitude du mouvement des jeunes, qui est très important et très nécessaire, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de majorité démocratique pour engager véritablement l'action internationale contre le changement climatique. Et donc, quand on se dit pourquoi est-ce que les gouvernements ne font rien, la réponse, c'est parce que simplement, parfois, leurs électeurs leur disent de ne rien faire, leur disent le climat, ce n'est pas un sujet important pour nous. Et donc, il faut arrêter de dire les gouvernements n'écoutent pas ou les gouvernements ne font rien. Dans la plupart des cas, ce sont des gouvernements qui sont élus et donc on est tous comptables, si on vit en démocratie, des actions que posent ou que ne posent pas nos gouvernements. Moi, j'en ai marre d'entendre ce discours en disant les gouvernements ne font rien. Les gouvernements, on en est un peu responsable. C'est le problème des démocraties. Et enfin, un dernier point sur Sciences Po, on a pas mal de mouvements maintenant étudiants qui demandent que soit mis en place une espèce de conseil qui évaluerait en fait les financements qui sont apportés à Sciences Po et à d'autres établissements scolaires. Je pense que c'est hyper important parce qu'on n'est pas toujours au courant de qui finance quoi. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se bougent. Je pense à Pour un réveil écologique également. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'ils font, c'est génial. Très, très important que les étudiants fassent bouger les choses de l'intérieur. Et je pense, on l'a vu dans plein d'universités, ça permet vraiment de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et c'est vraiment une transformation qui vient de l'intérieur. Et souvent, les universités ou les grandes écoles sont parfois un peu sceptiques. Mais au fur et à mesure, quand ils voient que c'est quelque chose qui est très important pour le corps étudiant, vraiment, on voit leur position évoluer. Je vous remercie. Une question de Steve. Comment reparler de nécessité écologique à des populations préoccupées du retour de l'emploi et de la consommation? Compliqué. Euh, Effectivement, très souvent, on peut avoir le sentiment que les préoccupations écologiques sont des préoccupations, je ne dirais pas de luxe ou de privilégiés, mais quelque part des préoccupations qu'on peut se permettre en période de prospérité et qu'en temps de crise, il faut se tracasser avant tout de sauver les emplois ou de la reprise économique et que quelque part, des préoccupations écologiques passeront au second plan. Et c'est vrai que quand on discute ici du monde d'après, il faut bien se rendre compte que c'est aussi, quelque part, un privilège que nous avons et que pour beaucoup de gens, leur aspiration première, c'est de retourner au monde d'avant, celui qu'ils connaissaient et qui forcément est assez rassurant, de retrouver leurs collègues, leur travail, parfois simplement de retrouver du travail pour ceux qui l'ont perdu. Et donc ça, je pense qu'il faut être conscient de cela. Mais ce que j'espère, c'est que quelque part, cette crise ait eu certaines vertus pédagogiques et que les gens réalisaient que les questions de destruction de la biodiversité, qui auparavant étaient souvent considérées comme des questions de petits arbres et de petits oiseaux uniquement pour les écosystèmes, avaient des conséquences sanitaires très importantes et nous touchaient au plus profond de nous-mêmes, dans notre santé. Et le changement climatique, c'est pareil. Tous les grands sujets qui, quelque part, nous tracassent et nous travaillent, que ce soit l'immigration, la sécurité, les conflits, le développement, la santé, tous ces grands sujets du XXIe siècle seront profondément transformés à l'aune du changement climatique. Et donc, ce que j'espère qu'on va pouvoir dire aux gens, c'est que demain, les préoccupations sociales et les préoccupations écologiques doivent aller de pair parce qu'au fond, c'est la même préoccupation. Et je pense qu'une erreur qu'on a fait, notamment dans les combats écologiques dans le passé, c'était d'ignorer cette question sociale, d'ignorer la question des inégalités sociales et de considérer que les mesures de protection de la biodiversité ou de lutte contre le changement climatique étaient des mesures assez techniques qui feraient consensus. Ce sont des mesures profondément économiques et politiques qui donc ne font pas consensus et donc il faut pouvoir dégager une majorité pour ces mesures et il ne faut certainement pas abandonner le combat politique. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le climat ou la biodiversité ne sont ni de gauche ni de droite. Les mesures à mettre en œuvre sont des mesures profondément politiques et donc il faut pouvoir construire une majorité et on ne construira pas une majorité démocratique sans prendre en compte ceux qui seront les premiers touchés par les impacts du changement climatique ou par l'érosion de la biodiversité. Je vous remercie. Une question de Quentin. Comment pouvons-nous éduquer les populations sur leur empreinte écologique et leur donner une conscience écologique, surtout avec des sociétés aussi individualistes que les nôtres? Là encore, je crois qu'on peut tirer certaines leçons de la crise du coronavirus. On avait chaque jour l'œil rivé sur les courbes d'hospitalisation, les courbes de décès, et quelque part, tout le monde s'est habitué parfois à des notions relativement complexes, des notions de courbes exponentielles, par exemple,
Et on avait quelque part un indicateur quotidien de cela. Et le problème, c'est que le changement climatique nous apparaît toujours comme quelque chose de lointain. Et donc, on s'est donné, plutôt que de se donner des indicateurs réguliers, quotidiens, hebdomadaires ou annuels, on s'est donné quelque part des objectifs de long terme. Plus de degrés à 2100, neutralité carbone en 2050. Honnêtement, c'est des horizons qui dépassent l'espérance de vie de beaucoup. Je serai sans doute mort en 2050 et à coup sûr en 2100. Et donc, même moi qui suis très concerné, ces objectifs de neutralité carbone en 2050, ça ne me dit rien du tout. Et donc, forcément, les gens qui, quelque part, dont parfois la préoccupation est simplement la fin du mois ou comment faire demain, ça ne leur dit rien du tout. Et je crois qu'une grande leçon en matière de communication et d'éducation de la population sur leur empreinte carbone, c'est la nécessité de nous donner d'indicateurs beaucoup plus immédiats qui parlent aux gens. Et moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, mettre à la télévision une sorte de météo du carbone. La plupart des gens n'ont aucune idée de la concentration de gaz à effet de serre actuellement. On n'a aucune idée qu'on est autour de 415 parties par million. Je pense que si chaque jour, ce chiffre était répété, par exemple, lors des bulletins météo, je pense que ça ferait une grande différence dans l'esprit de la population. Moi, je sais que quand je suis né en 1980, on était à 337 ppm. Je sais qu'on est maintenant à 415 ppm. Je serais curieux de savoir, parmi ceux qui nous écoutent, combien savent quel était le niveau de concentration de gaz à effet de serre leur année de naissance. Et puisqu'on en est à parler d'indicateurs, on le sait, un indicateur qui régit un peu toutes les politiques, c'est le PIB. Mais oui, on a des courants maintenant qui émergent, on a les ODD, on a le bien-être, notamment au Bhoutan ou même en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, d'abord, il faut, je crois, arrêter d'urgence avec l'idée de prendre le Bhoutan comme référence. Le Bhoutan est une dictature abominable, un régime ultra répressif, et donc ça me fait toujours sourire quand on prend l'indicateur de bonheur brut du Bhoutan. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument pouvoir sortir de la logique de prendre le PIB comme indicateur unique de référence. C'est évidemment un indicateur important. Je ne suis pas en train de dire que le PIB n'a aucune importance, mais il faut pouvoir aujourd'hui le compléter par d'autres indicateurs qui existent aussi et qui, je pense, sont aussi importants. Je pense notamment à un indicateur qui s'appelle l'indice de Gini, qui mesure les inégalités au sein d'une société, qui me paraît aujourd'hui être un indicateur aussi important que l'indicateur du PIB. Un autre indicateur, c'est celui de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire combien de gaz à effet de serre est-ce que vous devez émettre pour ajouter une unité supplémentaire de richesse. Ça me paraît être un autre indicateur très, très important. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, quelque part, d'une part, qu'on puisse élargir la gamme d'indicateurs et qu'on ne soit plus obnubilé comme on l'est aujourd'hui sur le seul indicateur du PIB, et d'autre part, qu'on puisse renoncer, quelque part, à l'idée que ce soit la croissance économique qui doive définir toutes nos politiques économiques et monétaires. Dans certains pays, dans certains contextes, la croissance économique reste nécessaire et je pense que c'est un indicateur, une croissance qui permet encore aujourd'hui dans certains pays de sortir des gens de la pauvreté et c'est très important. Mais dans d'autres pays, notamment dans des économies matures, il faut se dire que la croissance économique ne doit plus être un objectif en soi et qu'on peut viser et qu'on peut vivre très bien avec une croissance zéro. Le problème, c'est qu'on a toujours associé la croissance économique avec la question de l'emploi, alors qu'en réalité, il faut pouvoir découpler les deux. On a déjà eu des situations de quasi plein emploi avec des situations de très faible croissance économique, et à l'inverse, on a déjà eu des situations de forte croissance économique avec un taux de chômage très, très important. Le problème, je crois, c'est qu'on a toujours associé idéologiquement, culturellement, l'idée de progrès à l'idée de plus. Il faut désormais pouvoir l'associer non pas à l'idée de plus, mais à l'idée de mieux. Et ça passe par d'autres indicateurs. Et donc, ça implique aussi idéologiquement de redéfinir ce qu'on appelle le progrès. Justement, sur la question de progrès, on a Stéphane qui nous dit « Bruno Latour, Isabelle Stengers et d'autres interrogent plus radicalement la notion de progrès du rapport nature-culture. Et apparemment, il lui semble que les jeunes le font bien mieux que nous, les boomers. C'est le rapport entre logos et nomos, écologie et nomie. Est-ce que vous avez des éléments à mentionner sur ce point ? Je pense que Bruno Latour, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années, donc je suis un peu biaisé dans ma réponse,
est sans doute un des penseurs qui a le mieux compris cela aujourd'hui et qui, quelque part, propose aussi toute une série d'outils avec à la fois un très grand réalisme, mais aussi une très grande créativité, une très grande inventivité, précisément pour redéfinir nos rapports au vivant. Et donc, je crois que Louis ou Isabelle Sengers, qui a aussi beaucoup travaillé avec lui, sont effectivement des penseurs dont la pensée est extraordinairement pertinente pour le moment. Et c'est aussi en France un des rares philosophes pour qui la vieillesse n'a pas été un naufrage. Quand on voit tous les autres et quand on voit les épaves intellectuelles qu'ils sont devenus, il faut se féliciter que la pensée de Latour reste aussi vivace, aussi féconde et aussi nécessaire. Merci beaucoup. Question de Lisa. Croyez-vous que la technologie sera la solution ou une des solutions miracles aux défis économiques et environnementaux de demain, ou avez-vous justement peur de l'augmentation de la place donnée aux technologies dans nos sociétés? Je vais faire une réponse de Normand, les deux. J'ai effectivement parfois peur de la place qui est donnée à la technologie dans nos sociétés. J'ai parfois peur, quelque part, comment dire, je ne vais pas dire de la parole des ingénieurs en général, mais de l'idée que toutes les solutions se trouveraient dans la technique et dans l'ingénierie. Mais par contre, je crois aussi que la technologie et le progrès technologique sera une partie des solutions. Et que dès l'instant où on croit qu'il va y avoir une solution miracle pour lutter contre le changement climatique, je pense qu'on fait fausse route. Ça implique de remettre en cause toute une série d'indicateurs économiques et notamment sur la croissance, comme on vient d'en parler. Ça implique de pouvoir aussi s'aider de certains progrès technologiques. Mais je pense que les progrès technologiques doivent être un moyen et ne doivent pas être une fin en soi. Je suis inquiet quand la technologie devient une fin en soi et quand le progrès technologique devient l'objectif en lui-même. La technologie doit toujours être un moyen et la question c'est comment nous définissons la fin. Comment est-ce que nous définissons le monde dans lequel nous voudrions vivre et comment est-ce que la technologie peut nous aider à atteindre cela? Je vous remercie. Et pour conclure, j'ai une dernière question que je pose toujours à la fin des webinaires. Est-ce que vous auriez un podcast, un livre ou même un film à recommander aux participants? Oui, j'en ai beaucoup, certainement. Si je devais en recommander un seul, je crois que je recommanderais la lecture de Tintin au Tibet. Je pense que c'est une des œuvres littéraires les plus abouties, qui contient un message très, très puissant et dont je crois nous avons euh, puissamment besoin en ce moment, puisque l'histoire, c'est donc Tintin qui pense que son ami Chang est décédé dans le crash de son avion dans les montagnes du Tibet. Et alors que tout annonce que Chang n'a pas survécu, qu'il n'y a aucun survivant dans le crash de l'avion, Tintin, lui, est persuadé que Chang est vivant et il part à sa rescousse. Et donc, évidemment, il affronte 1000 épreuves en chemin. Et il se trouve que Chang, finalement, a été recueilli par le Yéti. Et le Yéti, que tout le monde décrivait comme l'abominable homme des neiges, est finalement celui qui a pris soin de Chang pendant toute cette période et qui lui permet de retrouver Tintin. Et la dernière case de l'histoire montre Tintin qui repart avec Chang vers la civilisation et le Yéti qui le regarde s'éloigner en écrasant une larme. Et cet album de Tintin, que je considère vraiment comme une des œuvres littéraires les plus abouties du XXIe siècle, contient ce message qui est très très fort, cette idée que même l'abominable est bon. Et je crois qu'on a très besoin d'entendre ça pour le moment. Une très belle histoire et une belle morale en tout cas. Merci beaucoup.